Tout ce qui faisait le charme, l'esthétique, la force des premiers volets, anéanti. Et tout ceci au profit d'une dimension méta qui montre très vite ses limites. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Matrix Resurrections. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2022 qui, je l'espère, sera, encore une fois, placée sous le signe du cinéma. Et justement, je commence cette nouvelle année avec Matrix Resurrections, le 4e volet, entre grosses guillemets, de la saga Matrix initiée en 1999 par Lana et Lily Wachowski. Cette fois-ci, ce nouveau film est signé uniquement de Lana Wachowski, où l'on retrouve Thomas Anderson en tant que programmateur de jeux vidéo. Avant, vous vous souvenez, dans le film original, il était programmeur informatique. Cette fois-ci, il s'occupe des jeux vidéo. Et donc, il est connu, célèbre, pour avoir réalisé donc, les 3 premiers... la trilogie, en fait, de jeux vidéo Matrix, donc évidemment, qui fait référence à la trilogie de films Matrix. Ok, pourquoi pas? Donc d'emblée, on vous explique que le film a une dimension méta et que ça va être la blague pendant 2h, 2h30. Donc ok, pourquoi pas. Donc une fois que vous acceptez ça, en fait, bon, tout va bien, on va dire, du moins pendant le temps du film, hein, j'y reviendrai, mais voilà, donc Thomas Anderson qui va, encore une fois, se poser des questions. Il a un patron qui ressemble un peu au patron de Metacortex, hein, dans le premier film, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu ce côté où... Thomas Anderson est dans une entreprise, il se pose des questions, il va être réveillé, etc. Donc finalement, on retrouve un peu le parcours de l'élu du premier film. Pas totalement assumé d'ailleurs, c'est tout le problème. Donc voilà, pourquoi pas. Je vais pas aller plus loin, parce que ça sert à rien en fait. Voilà, l'idée c'est pas de spoiler l'intrigue, etc. C'est vraiment d'expliquer en 2 mots où on en est dans la saga Matrix par rapport notamment au personnage de Neo, puisque finalement tous les autres sont partis. Puisque Lana Wachowski finalement se retrouve seule maître à bord de ce nouveau volet, puisque tout le monde s'est barré. Les acteurs de Laurence Fishburne, Hugo Weaving et tout ça, tout le monde est parti, à part Niobe, donc interprété par Jada Pinkett Smith, et des caméos très mal exploités, comme celui du mérovingien, interprété par Lambert Wilson, où pendant une scène de combat totalement à l'arrache, on a droit à ces jurons, évidemment, sauf que c'est pas du tout la même blague, puisque ce qui était intéressant dans le mérovingien, c'est que justement, il était très classe, très raffiné, c'était quelqu'un de très raffiné, bourgeois, quoi, avec des, voilà, côté maniéré, etc., et qui sortait des jurons comme ça de manière très classe. Il y avait un décalage. Là, il n'y a pas de décalage, il est là comme ça, en mode Jacouille la fripouille des visiteurs, et il balance des trucs, j'aime pas ce terme-là, mais un peu boomer, genre Facebook, Twitter, machin, des trucs totalement random. Voilà, alors je comprends tout à fait, nous sommes dans une nouvelle matrice. Donc forcément, il n'a pas sa place dans cette nouvelle matrice, il se retrouve finalement aujourd'hui démuni, enfin voilà, mais son personnage n'est pas travaillé. Le problème c'est ça, c'est qu'on voit juste un clochard faire des blagues nulles pendant toute la scène de combat, et voilà, vous voyez, donc des caméos mal exploités. Un casting low cost, désolé de le dire, c'est pas contre les nouveaux acteurs, mais à un moment donné, on sent trop, en fait, que Lana Wachowski n'avait pas les acteurs, en fait, pour faire son film. Tout le monde s'est barré, on sent qu'en plus, pendant la pré-production, Una, qui était en négociation, etc., donc elle a dû composer avec ce qu'elle avait, et ça se sent beaucoup trop, en fait. Voilà, donc, niveau casting, gros souci, désolé, mais voilà, à part Bugs, donc Jessica Henwick, qui est franchement... très valable, c'est même une très bonne actrice et qui finalement reprend un petit peu tous les traits caractéristiques de la Trinity de 99. Donc ça c'est intéressant. Moi je trouve que justement, voilà, malheureusement ce n'est pas assumé. Ce n'est pas assumé parce que c'est une espèce de mix entre nouvelle ère Matrix avec des nouveaux personnages, avec l'envie de recréer toute l'atmosphère avec l'opérateur qui est maintenant Sick, donc Sequoia. L'acteur est plutôt valable d'ailleurs, c'est pas le pire, voilà. Mettre un peu des nouveaux robots, etc. Très bien. Le problème c'est que ça arrive trop tard, parce que dans une première partie en fait, eh bien nous avons
toute cette séance de brainstorming pour savoir en fait comment ils vont s'y prendre pour réaliser le nouveau jeu vidéo Matrix 4. Donc vous voyez que c'est vraiment la blague, c'est la mise en abîme de Lana Wachowski qui essaie de faire un Matrix 4 elle-même et qui galère. Et en fait, elle joue là-dessus pour en faire une espèce de comic relief. Donc il y a un personnage qui interprète ce type-là en brainstorming, qui pose des questions, qui... voilà, enfin, on n'est pas dans une séance de marketing, on est censé être dans un film. Thriller noir, science-fiction, horrifique un peu, tout ce qui faisait le charme en fait des premiers volets, de la trilogie originale, la vraie trilogie, je vais le dire, mais vraiment, ça se fait beaucoup trop sentir. Donc cette dimension méta, elle fonctionne uniquement, je dirais, pendant le film. Hein, vraiment, elle fonctionne à peu près, je dis bien, hein, parce qu'elle montre très vite ses limites, mais pendant le film, parce que ça peut marcher que pendant le film, cette blague, parce que la dimension méta, le gros souci de la dimension méta, qui se retrouve dans d'autres films, comme par exemple Spider-Man No Way Home, qui, pareil, joue sur la nostalgie, donc il nous propose uniquement... Enfin, c'est un aveu de faiblesse, en fait, artistique, en fait, et les exigences sont revues totalement à la baisse, et c'est ça qui se sent terriblement, que ce soit dans ce Matrix Resurrection ou dans Spider-Man No Way Home, c'est la même histoire, c'est-à-dire que, eh bien, difficile d'avouer que, eh bien, nous n'avions pas d'idée, et donc nous sommes allés chercher dans la trilogie originale, en reprenant tout ce qui faisait, tous les éléments, quelques éléments, du moins pas tous, mais quelques éléments qui faisaient la force de la trilogie originale de Sam Raimi. Donc on va chercher un peu les idées de Sam Raimi, voilà, on rappelle Alfred Molina pour qu'il fasse son Dr Octopus, voilà, on a le bouffon vert, enfin... Et surtout les 3 Spider-Man, quoi, Tobey Maguire et Andrew Garfield, vous voyez, c'est juste pour illustrer hein, mon propos, c'est-à-dire que c'est vraiment un drame d'aujourd'hui, c'est, à Hollywood, je sais pas, mais c'est uniquement... le film fonctionne uniquement qu'à sa sortie. C'est-à-dire que dans 10 ans, on a très bien compris que cinématographiquement parlant, c'est pas intéressant de revoir ce film, quoi. C'est-à-dire que ça marche, c'est vraiment la dimension Kleenex de ces films-là aujourd'hui. C'est que oui, vous avez votre petite blague sur le coup, mais après, il reste rien de ce film. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que je n'ai rien contre l'aspect marketing, en fait, c'est pas un problème. Il y a besoin du marketing, en fait, justement, pour voilà, développer toute une mythologie autour des films. Moi-même, j'ai participé, en fait, sur le site internet officiel de Matrix Resurrection. Vous aviez, justement, le choix entre pilule bleue et pilule rouge pour avoir des images, des différents teasers, etc. C'était assez intéressant. Moi aussi, j'ai participé à ça en tant que fan. Donc, vous voyez, c'est pas inintéressant, mais si, in fine, c'est pour nous proposer un film low cost, avec très peu d'exigences cinématographiques et artistiques, eh bien, oui, non, désolé, mais c'est là que ça pose problème. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que c'est uniquement marketing, et c'est dommage que ce soit uniquement ça. Le marketing est censé être au service de l'art, vous voyez. Donc, voilà, donc ça montre très vite ses faiblesses. Alors déjà... Comme je vous dis, toute l'équipe d'origine, parce que quand on pense à Matrix, on pense visuel. Je pense que n'importe qui, on peut faire un micro-trottoir, on peut demander à voilà, n'importe qui ce qu'évoque Matrix pour lui, je pense qu'il parlera de visuel, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des codes esthétiques qui sont propres à cette saga. On est dans une ville, alors on sait que les Wachowski ont tourné à Sydney, en Australie, pour les premiers volets, mais il faut le savoir, et c'est ça qui était intéressant. Parce que les cinéastes, ce qu'ils voulaient dans la première trilogie, c'est qu'on puisse pas identifier une ville en particulier, que ce soit une ville universelle finalement. C'est ça qui était la beauté en fait du début de Matrix. Là, ce qu'on voit, c'est quoi? Dès les premiers plans, ok, on est à San Francisco. J'oublie même qu'on est dans une dimension différente, qu'on est dans une espèce de simulation, tout ça. On oublie tout ça. On oublie tout ça, ce qu'on voit, c'est San Francisco. Donc déjà, de base, il y a un problème. C'est que on n'est pas obligé de montrer voilà, le Golden Gate, ce genre de truc. On n'est pas obligé de montrer des monuments connus ou des trucs comme ça, parce que c'est là que ça pose problème. À un moment donné, on voit même... À un moment donné, donc, il navigue dans la matrice, et on voit même la tour Eiffel dans un reflet, dans une vitre, quoi. Et non, c'est pas possible, parce que c'est beaucoup trop... On associe beaucoup trop ces monuments au monde dans lequel nous vivons. Alors, ok, je veux bien qu'il y ait une mise en abîme, etc. Le problème, c'est qu'au niveau visuel... À aucun moment, vous vous dites, on est dans un monde qui serait une simulation, etc., comme à l'image des filtres verts qu'il y avait dans la première trilogie.
Alors, évidemment, Lana Wachowski se dédouane, explique, évidemment, que tout ceci est volontaire, puisqu'à la fin de Matrix Revolutions, nous entrons dans une nouvelle matrice, plus solaire, avec cet arc-en-ciel que dessine Satie à la fin de Revolutions. Je veux bien. Mais enfin, même dans Revolutions, vous voyez que c'est pas tout à fait si clair que ça, avec une image si claire que ça. Elle n'a pas tellement changé l'image. Elle n'a pas tellement changé. Alors évidemment, c'était tout le débat des premiers teasers, premiers trailers, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette image aseptisée? Alors, moi aussi, voilà, je redoutais tout ça en fait, et je m'efforçais de me dire qu'effectivement c'était logique par rapport à la fin de la trilogie, qu'on était dans une nouvelle matrice. Mais désolé de le dire, mais cette nouvelle matrice, elle n'est pas inquiétante une seule seconde. Les personnages sont caricaturaux, cet analyste, c'est... Enfin, désolé, je pense à Oral B, quoi, c'est vraiment Mac Lesguy. J'arrive pas à m'intéresser, en fait, à cette nouvelle intrigue, en fait. Je n'arrive pas à cette nouvelle histoire. Je n'y arrive pas. Quant à ce nouveau Smith de Jonathan Groff, désolé, mais... non, ça ne fonctionne pas du tout. Quand il sort Mr. Anderson comme ça de manière très énervée, il cabotine de fou, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ça. Ce qui est intéressant avec Smith, c'est justement qu'il ait cette prestance, ce mépris, il se sent supérieur aux autres, il a ce sentiment de supériorité, et puis il bronche pas, il a pas peur, c'est quelqu'un qui... Voilà. Et là, non, c'est pas possible, il n'y a pas cette énergie-là. Donc voilà, on est dans un casting low cost, qui essaie vaguement de reproduire les personnages, mais sauf qu'ils sont pas écrits, quoi. C'est-à-dire que c'est uniquement c'est uniquement visuel, c'est artificiel, en fait, c'est superficiel. Les personnages sont pas plus écrits que ça. Je veux dire, très vite, je veux dire, vous n'avez pas besoin, c'est pas du spoil, vous comprenez très vite que Jonathan Groff, voilà, c'est Smith, voilà, et que bah, Smith, c'est l'agent Smith, quoi. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, c'est pour ça, je n'osais pas, en fait, vous prévenir au début de cette vidéo qu'il y aurait une partie spoil ou non spoil ou ce genre de choses, parce que, bon, déjà, on est à 2 semaines de la sortie, que ce film, en fait, je suis désolé de le dire, mais il était tellement raté que, en fait, je vois même pas l'intérêt du spoil, quoi. Enfin, du spoil ou du non-spoil, c'est-à-dire que c'est même pas intéressant, c'est-à-dire que le drame, c'est pas tant ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de l'histoire, mais c'est le produit en lui-même. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a aucune exigence. Le chorégraphe d'origine, le chorégraphe hongkongais Yuan Wuping, est aux abonnés absents. Donc déjà voilà, c'est quand même quelqu'un qui était à l'origine justement de toutes ces chorégraphies très inspirées dans les premiers volets de Matrix, qui était aussi à l'origine de Kill Bill, vous voyez, donc même Tarantino s'est beaucoup nourri en fait de l'art de ce chorégraphe, du talent de ce chorégraphe, dans Tigre et Dragon, vous voyez tout ça, toutes ces carrières en fait, et c'est terrible. Donc à la place, c'est voilà, et même le directeur photo, Bill Pope, quoi, c'est-à-dire, c'est quand même... donc la trilogie Spider-Man, évidemment, enfin, en tout cas les 2 derniers volets. Edgar Wright aussi, avec Scott Pilgrim, enfin il a travaillé, et également donc sur les Matrix, il était connu pour ça, quoi, aussi, quoi. En 99, c'est Bill Pope, quoi, ce directeur photo, c'est incroyable. Il y avait ce bullet time, aussi, avec tous ces appareils photo qui se déclenchaient, vous savez, voilà, il y avait une envie artisanale de faire des effets. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, avec toute cette technique, finalement, beaucoup plus moderne, on pourrait se dire, mais justement, on a avancé, c'est beaucoup plus facile, on va pouvoir faire des effets. Eh ben non, puisqu'il n'y a plus cette exigence. En fait, le problème n'est pas tant dans les effets visuels et l'informatique, le problème, il est là. Il est là, c'est-à-dire dans l'intention. Quelle est l'intention? C'est-à-dire, quelle est l'exigence? Quel est le niveau d'exigence qu'on veut mettre sur ce nouveau volet? Et là, désolé, mais... Et moi qui pensais tellement qu'il y aurait un discours aussi sur les nouvelles technologies, puisqu'on avait ce plan avec Thomas Anderson qui était dans un ascenseur avec plein de gens scotchés devant des écrans, ça aurait pu parler d'aujourd'hui, ça aurait pu avoir... Non, c'est juste montré, à peine évoqué. Vous avez... Les plans intéressants de la bande-annonce, finalement, ne durent pas tellement plus longtemps. Quand il rencontre Satie la première fois, ça dure le même temps que la bande-annonce, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors après, oui, il y a toute cette scène où on la voit, mais bon... Mais quand il la rencontre pour la première fois, il se passe rien, quoi. C'est évoqué, c'est une succession de choses évoquées. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Je suis assez agacé parce que, en fait, je trouve que les producteurs ont trouvé une très belle façon de nous vendre du méta comme une prise de risque, en fait, au cinéma. Ce n'est absolument pas une prise de risque. Au contraire, c'est
comment faire quelque chose de facile, qu'on va accepter facilement, mais qui en termes artistiques ne vaut pas grand-chose. Je veux dire, prenez ne serait-ce que la scène dans le train. Vous voyez, alors c'est pareil, là aussi on vous dit c'est Tokyo, etc. Alors déjà, toutes les 2 secondes, on vous évoque une ville connue, alors déjà c'est un peu agaçant, parce que là aussi, il n'y a plus ce côté ville universelle. Bon, je passe. Nous sommes dans cette scène de train, les séquences sont illisibles, les scènes d'action sont illisibles. C'est affreux, les mecs se battent, tout ça, vous savez même pas quel objet, à un moment donné, Thomas Anderson se prend un coup de... manque de se prendre un coup de... Je sais pas ce que c'est, une espèce de crayon bizarre, tout ça. On n'a pas le temps de voir ce qui se passe, en fait, dans cette séquence. C'est brouillon, la caméra fait... Enfin, c'est presque n'importe quoi. C'est-à-dire que Lana Wachowski se dédouane en disant « Oui, mais on voulait pas tout storyboarder comme à l'époque, pour laisser jaillir en fait des choses qui n'étaient pas prévues et laisser faire un petit peu les imprévus, les aléas du direct, pour créer quelque chose de spontané, d'authentique. » Mais oui, mais justement, ça fait tout le contraire, parce que à force de se dire « Ah bah oui, on va faire ça et ben ça fait un effet à l'arrache. » Et ça se voit beaucoup trop. Au montage, il y a des trucs, des effets de flou, avec l'analyste que j'appelle, désolé, McLesguy, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. Désolé pour Neil Patrick Harris, mais vraiment, c'est pas possible. Qui apparaît comme ça, on dirait un pop-up, vous voyez, un pop-up qui vient déranger une séquence qui aurait pu être dramatique, une séquence dramatique entre Neo et Trinity, et il vient, voilà, c'est vraiment le spam qui vient, qui arrive comme ça pour vous dire, achetez le nouveau Oral-B, quoi. Je suis désolé, mais c'est pas du tout glaçant, inquiétant comme les premiers volets. Il y avait une vraie ambiance. C'est pas possible, il y a zéro ambiance, zéro atmosphère, il n'y a rien d'organique dans ce film, rien n'est homogène. On commence par vous revendre la scène du premier Matrix avec Trinity qui échappe aux policiers. Donc on comprend parce que c'est justifié, parce qu'il y a un code de la matrice, un vieux code qui tourne en boucle, ok, on a compris l'histoire du modal, etc. Pourquoi pas? Bon, mais c'est suivi d'un brainstorming pour savoir ce qu'on fait de Matrix 4, et ensuite, le film vous emmène enfin, débranche Neo pour enfin revenir donc dans ce nouveau Sion qui est le Ayo. Et donc là, ça commence à devenir intéressant, mais c'est trop tard. C'est trop tard, parce que ça a été pollué par ces blagues de brainstorming à 2 balles, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment de bas étage. C'est beaucoup trop juvénile. En fait, c'est ça le problème, c'est que Matrix était une saga adulte, mature. Vous voyez, si on devait le comparer, justement, ils sont très friands les Wachowski sont très friands de l'animé japonais, et bah, ce serait du seinen, quoi. Et là, on tombe dans du shonen, quoi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que il y avait ce côté versus fighting dans ce dojo aussi, où les plans, justement, étaient... le cadrage était fait comme dans un jeu vidéo de combat, en fait, à 1 contre 1, et il y avait très peu de cuts. Et c'était lisible, l'action était lisible, parce qu'il y avait le chorégraphe, Ring Whooping, il y avait le directeur photo, Bill Pop, il y avait le directeur artistique, toute l'équipe, en fait, du début était là. Et cette famille, voilà, s'est recomposée, bien sûr, parce qu'il y a eu Claude Atlas, parce qu'il y a eu Sense8. C'est évident que Lana Wachowski s'est entourée de nouvelles personnes, c'est pas le souci, mais le problème c'est que du coup, il y a un manque de cohérence visuelle totale, au moins si c'était lisible. Voilà, j'aurais pas crié au scandale si le film était lisible. Les scènes d'action, quand même, ressemblaient à quelque chose. Mais là, je sais pas, il y a un personnage qui se prend un coup de poing à un moment donné, le personnage sort du cadre. Et alors, on sait plus ce qui se passe hors champ pendant ce temps-là, et puis ça reprend, et puis c'est cuté. La caméra bouge sans ça. Enfin, c'est pas possible, ce n'est pas lisible, et c'est... Ouais, même John Wick, alors c'est fait, justement, par le cascadeur, un des 2 cascadeurs des premiers volets Matrix, voilà, qui a réalisé donc cette saga de John Wick, même elle, alors que le scénario est complètement bas de plafond, même lui, visuellement, il est plus intéressant et plus inquiétant, parce qu'il y a une lumière, parce qu'il y a une exigence, au moins de faire des plans intéressants, des lumières, des néons, des trucs, avec justement toute cette chorégraphie, en fait. Il y a vraiment une exigence sur ce film-là, malgré tout, de chorégraphie. Mais c'est terrible à dire, hein, parce que c'est une franchise complètement low cost, c'est de la bonne série B, voilà, bon, c'est sympa, mais scénaristiquement, c'est catastrophique, mais il y a le visuel. Donc, alors, c'est trop demandé aujourd'hui d'avoir soit le visuel, soit le scénar, je sais pas, mais c'est pas possible. Donc, comme je vous dis, hein, c'est à l'image de No Way Home, à l'image de d'autres films qui jouent sur ce côté méta, mais en fait, le problème, c'est que ça montre très vite ses limites, quoi. Il ne restera rien, vous verrez.
il ne restera rien de... C'est pas très étonnant. J'ai plus les films en tête, j'avais dit ça pour je sais plus quel autre film, ça devait être certainement un film du MCU ou je sais plus. On voit très bien que maintenant, voilà, ça ne marche plus, quoi. Il y a des films comme ça qu'on avait encensés qui ne marchent plus aujourd'hui, on voit très bien les limites, 5 ans, 10 ans après, bon, bah, ça reste pas, quoi. Donc oui, si c'est un doudou nostalgique et que ça marche sur le moment et que, bon voilà, bah, très bien. Mais dans ce cas-là, c'est un fan-film. Et sortez un fan-film. Voilà, comme parfois il y en a des très bons sur YouTube, des fan-films, et franchement c'est formidable, parfois c'est même plus inspiré, c'est bien, voilà, mais à la limite, c'est vraiment un fan-film que vous sortez sur YouTube, quoi. Mais vous sortez pas au cinéma, parce que c'est là que ça marche plus. Non, 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 c'est pas possible. Donc voilà, je suis assez déçu de voir que toutes les références, la richesse des références des Wachowski qui faisaient toute la substance en fait, de leur cinéma depuis Bound qui était formidable, qui était fait avec rien. C'était fait avec 0 budget, ce film. Bound. Même là, il y a un plan de caméra qui passe au-dessus, justement, des deux chambres, en fait, voisines des protagonistes. Il y a ce plan incroyable qui fait un split screen naturel, tout ça. Ils avaient 0 budget. Nous sommes dans les années 90. Vous vous rendez compte ? Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que... Alors évidemment, là pour le coup c'est un spoiler, pas au niveau de l'intrigue, mais au niveau de ce qui se passe au post-générique, donc si vous voulez, voilà, ne pas que je vous dévoile, mais c'est pour appuyer mon propos. Donc à la fin du film, j'alerte, spoiler, séquence post-générique, si vous tenez jusqu'au bout. À la fin, justement, donc le comic relief, donc ce personnage qui était là pour nous expliquer cette séance de brainstorming sur Matrix 4, nous dit « De toute façon, le cinéma est mort et tout ça était une blague. » Bon, voilà quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un minimum vous commencez à rentrer, vous vous efforcez de rentrer dans ce qui pourrait être potentiellement intéressant, tout de suite, c'est cassé derrière par « Non, mais c'est une blague, non, mais c'est méta, non, mais vas-y, cherche pas, c'est méta. » Ouais, mais non, non, vous voyez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est agaçant. C'est-à-dire que c'est le mauvais running gag tout au long du film, et c'est très, très pénible. Et alors, pour terminer, le dernier point qui, là aussi, montre ses limites, les plans, qui sont donc des plans empruntés aux anciens films, donc aux anciens films de la trilogie Matrix. Le film, justement, est entrecoupé de séquences comme ça, du passé. Donc on vous remet des séquences des anciens films, à tout bout de champ, comme ça, sur le long métrage. Et voilà, pour souligner des moments où là, vous devez comprendre ça, là, vous devez... et c'est très, très pénible, parce qu'on sent que c'est uniquement pour plaire aux fans, que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Et en plus, c'est pas homogène au niveau visuel et que... Donc voilà, c'est... Peut-être que le pire du pire encore, c'est cette fameuse séquence où Neo découvre finalement le premier film qui est censé être le premier jeu vidéo, et encore, on voit bien que c'est un film, alors... Et donc vous rematez en fait la scène de la pilule bleue et de la pilule rouge, voilà, comme Neo, hein, vous êtes comme lui sur une scène de cinéma, quoi, sur un écran de cinéma. Alors oui, c'est méta, alors oui, c'est le cinéma qui parle du cinéma, mise en abîme. Ouais, formidable, sauf que ça raconte quoi? Ça raconte quoi du cinéma? Rien. Ça raconte un personnage, oui, amnésique. Donc à la limite, on aurait pu faire un film sur Neo, amnésique, avec un film très réaliste. J'aurais préféré. Le premier teaser, ou trailer, plutôt, oui, le premier trailer, jouait beaucoup là-dessus, justement, sur Thomas Anderson, amnésique, qui prend des pilules bleues, qui est suivi par un psy, et on aurait pu garder cette idée-là, dans ce cas-là, quitte à faire un truc comme ça, et d'en faire un film très réaliste, et de rester que sur l'aspect psychologique. Vous voyez? Pourquoi j'ai crié au chef-d'œuvre quand je vois Joker? Mais parce que justement, ils ont pris ce risque-là, Todd Phillips a pris ce risque-là. C'était ça qui était... C'est pour ça que je m'étais un petit peu emporté en disant, voilà, Hollywood est sauvé. Mais parce que je me suis dit, est-ce que Joker va ouvrir la voie, justement, est-ce que d'autres vont se dire, oui, je peux prendre, je peux être, comment dirais-je, je peux faire,
Je peux avoir mon exigence, je peux casser les codes, je peux essayer de faire un film ambitieux et psychologique. C'est pas interdit, même avec Joker, vous vous rendez compte, on est quand même censé... C'est un personnage issu de Batman. Batman, c'est quand même... Vous attendez des films d'action, trucs comme ça. C'était juste un thriller psychologique. Mais quitte à changer, à essayer et quitte à être assagi, quitte à ce que les Wachowski se soient assagis au fil des années, et qu'elle fasse qu'un film psychologique. Parce que si c'est pour nous vendre, en plus de ça, des scènes d'action même pas cohérentes, attention spoiler, encore une fois, les 2 hélicoptères à la fin du film, une fois que Neo a détruit un hélicoptère, il en reste un. Fin du film, l'hélicoptère, on l'oublie. Donc même là, il y a des bugs, quoi. C'est-à-dire, on va pas me faire croire que c'est un bug de la matrice, c'est un bug de réa total. Quant à la BO, bah écoutez, voilà, je vais faire tous les points, hein, mais même la BO. Matrix, ça vous évoque aussi de la BO, c'est du visuel, mais c'est du son. C'est une bande originale, c'est de l'électro-goth, du glam rock. Tout ça participait à un produit artistique, esthétique, ambitieux. Mais je sors de mes gonds. Et là, on a une vague composition du choréal de Claude Atlas, qui fait le job, tant bien que mal. Et à la fin, on vous ressort la version de Rage Against the Machine, nouvelle version, totalement à la fin du film, et entre-temps, vous n'avez rien, vous n'avez pas de morceaux d'électro comme avant, ou en tout cas, voilà, musicalement, il n'y a plus d'identité. Avant, il y avait une identité musicale, il y avait une identité visuelle, il y avait une identité sur le propos un peu complotiste, on va dire, je sais pas, mais en tout cas avec une atmosphère, quelque chose d'organique, d'inquiétant, il y avait du tragique, du dramatique, il y avait de l'horrifique, il y avait de l'inquiétant, il y avait une image, il y avait... Donc voilà, tout ce que je suis désolé, mais tout ce qu'on aime dans Matrix se barre, oui, c'est complètement anéanti, quoi. Donc écoutez, voilà, j'ai peut-être omis certains détails que je voulais vous dire, probablement, parce qu'il y en aurait beaucoup pour expliquer à quel point ce film... Enfin, pourquoi ce film est raté, parce qu'en réalité, c'est ça. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi, en fait, ce film est raté, du moins selon moi. Évidemment, mes arguments et ma critique n'engagent que moi, mes propos n'engagent que moi. Mais vraiment, non, c'est pas possible pour quelqu'un qui aime le cinéma comme moi, qui est passé par des études de cinéma, justement, dont Matrix aussi a été très important aussi dans mon existence. Je peux pas accepter ça, quoi, non. Non, je veux pas me plier au méta en disant ah, c'est formidable. Non, je ne peux pas. Je sais pas, non, je pense que c'est vraiment la facilité. C'est-à-dire que on masque, grâce à ça, ça permet de garder aussi le contrôle sur des entrées, en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que là aussi, il y a une dimension méta, si on veut. Comment garder des spectateurs dans les salles mais je préférerais tellement que le film n'en dise pas trop, finalement, reste un peu mystérieux, et qui nous dévoile quelque chose de radicalement différent. Je veux dire, même à l'époque de Speed Racer... Je veux dire, oui, moi, j'étais vraiment de ceux qui étaient là en mode « qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas au niveau des Wachowski ». Mais au moins, c'était radicalement opposé, il y avait, même s'il y avait peut-être un effet un peu doigt d'honneur pour certains, j'en sais rien, mais au moins, il y avait quelque chose. Ils étaient encore rebelles, quoi. Il y avait encore quelque chose de rebelle à cette époque-là, en faisant ça. Donc... avec une envie encore de proposer quelque chose de visuel, différent encore. Voilà, regardez, visuellement, à chaque fois, on évolue, on change, et là, c'est un espèce de mix entre, oui, on était sombre avant, là, on vous refait un truc édulcoré, avec, je sais pas. On a l'impression que c'est une boutique de souvenirs, ce film, en réalité. C'est une boutique de souvenirs de ce qu'a été le cyberpunk. Et donc, c'est résumé uniquement par des types bien habillés avec des lunettes noires. C'était pas ça. C'est pour ça que c'est trop... Le problème, c'est que c'est trop artificiel, c'est trop superficiel. Heureusement qu'il y a ce personnage de Bugs. Waouh! Mais vraiment, quoi, c'est... Non, tous les autres, c'est pas possible, quoi. À la limite, sick. Allez, voilà, je suis gentil, Bugs est sick. Voilà. Mais il faut... Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, tout ce qui faisait la magie de la saga, c'est volatilisé, quoi. Donc je ne peux pas considérer que ce film s'inscrit dans la trilogie d'origine. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour moi, ce n'est pas un travail cinématographique, c'est
une publicité sur ce qu'a été Matrix, et encore, c'est pas lui faire une bonne pub. Vraiment pas. Hein. Il y a de meilleurs moyens de lui rendre hommage. Quitte à faire un reboot, peu importe. Regardez, enfin, à la limite, SOS Fantôme, vous voyez, c'est pareil, quoi. Ils ont essayé tant bien que mal de faire des reboots, alors parfois infructueux. Là, c'est peut-être, j'ai pas vu le dernier, peut-être que ça vaut le coup. C'est vrai que je suis pas plus emballé que ça, mais peut-être, j'en sais rien. Mais il y a plein de sagas comme ça qui se cherchent, qui savent pas comment faire des sagas. Pour moi, SOS Fantôme, ça a jamais été une saga. Faut arrêter de proposer des nouveaux films comme ça. Si le public suit pas, ou si les films suivent pas, ça sert à rien. Si les critiques suivent pas, je veux dire. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Et c'est pas grave de s'arrêter. Je veux dire, on va nous faire le coup. J'en suis persuadé. Je prends un exemple d'une autre trilogie, d'une autre saga, à laquelle il ne faudrait pas toucher, en théorie. Retour vers le futur. Je suis persuadé qu'à un moment donné, on aura le droit à un reboot. En tout cas, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Parce que ce serait ça qui serait intelligent, justement. À la limite, intelligent, entre grosses guillemets, mais disons que voilà, c'est ce qui serait le mieux, à la limite, c'est de faire un reboot. Vous avez des nouveaux personnages, tout ça. Là, le problème, c'est que voilà, ce Matrix, c'est cul entre 1000 chaises. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, voilà, c'est comme la saga Star Wars, pour faire accepter les nouveaux personnages, on fait revenir les anciens, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que le but... En fait, ce que j'aurais préféré dans Resurrection, à la limite, c'est que le but, c'est soit de vendre vraiment les nouveaux personnages, quoi. Et la scène finale ne nous le fait pas comprendre. On sent vraiment qu'il y a ce besoin de faire revenir donc, les anciens et qu'ils n'étaient pas tous aux abonnés présents, quoi. Voilà, ils n'étaient pas tous présents et elle a dû composer. On sent bien qu'elle n'avait pas les acteurs, qu'elle a dû composer avec ce qu'elle avait, quoi. Donc, on l'a vu pendant la pré-production. C'est déjà chaotique de se dire, en fonction des personnes qui sont OK pour revenir dans le film, je m'adapte et je compose mon scénar. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est soit tu as une idée, soit il y a une idée, on assume et on trouve les acteurs pour, mais on ne fait pas les choses à l'envers. S'il n'y a pas le casting et qu'il y a un Matrix 4, et bien dans ce cas-là, on assume totalement de ne pas prendre le casting d'origine, on refait une nouvelle histoire. Il y a Animatrix, hein, il y a un truc qui s'appelle Animatrix, hein, c'était en 2003. Entre Reloaded et Revolution, ils nous ont pondu ça et qui était formidable, avec plusieurs cinéastes de l'animation japonaise. Et là, justement, on avait plusieurs histoires, notamment du jeune qu'on voit dans Reloaded aussi, par exemple. C'était vraiment... là, il y avait une plus-value. En fait, là, sur ces histoires-là originales, il y avait des plus-values. Là, il y avait de la plus-value. Même dans les jeux vidéo. Vous voyez aujourd'hui, c'est quand même incroyable de se dire qu'on a Matrix Resurrections d'un côté et The Matrix Awakens qui révolutionne totalement et qui est peut-être le jeu vidéo le plus réaliste, visuellement, graphiquement, qu'on ait vu depuis la création du jeu vidéo. Vous voyez un peu ce paradoxe entre le cinéma d'un côté mais qui galère avec son méta, et on sent que ça ne mène à rien. Et de l'autre côté, les exigences qui ont été mises sur ce jeu vidéo, mais elles sont radicalement différentes. Vous voyez que c'est pas une question de dire que c'était mieux avant. Là, pour le coup, je me tue à me dire qu'au niveau du jeu vidéo, ils ont fait bien mieux. C'est incroyable. Et j'espère que The Matrix Awakens sortira, parce que cette démo, là, c'est du marketing intelligent. Cette démo gratuite sur PS5, ça, c'est du marketing intelligent, parce que vous pouvez appréhender une nouvelle expérience de jeu, une simulation très bien faite, très fidèle, à l'ambiance en plus, qui était les premiers films, je trouve, finalement, cette matrice, ce truc, vraiment, enfin, on est dans une ambiance assez glaçante, et puis, vraiment, pas de différence entre les cinématiques et les graphismes in-game, quoi. Incroyable. Là, il y a de la prouesse. Là, ça rembarre tout ce qui a été, tout le buzz qui a été fait sans raison finalement pour Cyberpunk 2077. Voilà. Là, vous avez ça, The Matrix Awakens. Là, il se passe quelque chose. Là, on sent qu'il se passe quelque chose, artistiquement. Vous voyez? Et pas uniquement au niveau business, artistiquement. On oublie le business, il y a quelque chose, il y a une œuvre. Il y a une œuvre avec The Matrix Awakens. Les Wachowski, avec leurs jeux vidéo, c'était une catastrophe. Enter the Matrix, Path of Neo, The Matrix Online, ils ont tous été très moyens, en plus de ça à l'époque. Pendant que les films étaient bons. Vous voyez, là c'est l'inverse. Là le film a aucune exigence et le jeu vidéo a 1000 exigences. Et je n'ai jamais vu un jeu pareil. Alors évidemment, on ne peut pas encore le qualifier de jeu, il n'y a pas encore de mission à faire, mais vous voyez. Alors maintenant c'est l'inverse. Alors d'ailleurs c'est assez intéressant parce que quand on planche un peu sur le travail des Wachowski, eh bien,
on s'aperçoit finalement qu'au début, elles avaient plutôt l'intention de révolutionner le jeu vidéo. En tout cas, elles avaient voilà, des aspirations vidéoludiques assez fortes. Là, c'est concrétisé aujourd'hui. Donc, à la limite, si on peut être positif, porteur d'espoir, j'essaie d'être optimiste quand même, c'est de se dire que, à défaut d'avoir insufflé un nouveau souffle à leur saga cinématographique, à la limite, Lana Wachowski, avec évidemment tout le travail, enfin je veux dire tout le travail, c'est Unreal Engine 5, bien entendu. Mais voilà, au moins, si elle a pu insuffler dans le jeu vidéo autant d'énergie, enfin en tout cas tout ce qui a été fait pour cette simulation jeu, appelez-le comme vous voulez, c'est là qu'il se passe quelque chose pendant ce temps-là. Alors tant mieux à la limite, si c'est pas du côté du cinéma, écoutez, ce sera du côté du jeu vidéo. Mais peu importe, le cinéma se nourrit du jeu vidéo, le jeu vidéo se nourrit du cinéma, c'est très bien, c'est très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, je pense qu'au cinéma, non, faut arrêter alors. Enfin, faut arrêter. En tout cas sur Matrix, non, je veux pas dire aux Wachowski, qui sont pleins de talent, d'arrêter, c'est pas le propos, non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, voilà, d'arrêter sur cette saga Matrix, en tout cas. En plus de ça, ce serait un peu hypocrite de ne pas avouer qu'on avait tous peur déjà, on voulait pas qu'on touche à cette trilogie qui était parfaite. Alors évidemment, c'est un plaisir un peu qu'on a tous envie, parce qu'on a envie, c'est un plaisir nostalgique, c'est un délire nostalgique qu'on a envie oui, c'est uniquement pour ces raisons-là qu'on a envie, finalement, qu'elle perdure, cette saga. Mais je pense que le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, finalement, c'est de tous les jours, eh bien, vénérer cette trilogie, de voir des nouveaux mystères qui entourent, en fait, ces 3 premiers films. Et ça suffit, c'est pas grave, c'est pas très grave. Et si c'est du côté d'un autre art qu'on peut poursuivre, comme il y a eu les comics, par exemple, mais c'est très bien. Poursuivons avec les comics, poursuivons avec les jeux vidéo, poursuivons avec l'animation, à la limite, comme c'était le cas avec Animatrix. Mais arrêtons la saga, j'ai envie de dire la saga principale, live action, arrêtons. Peut-être que, voilà, si on veut faire un univers étendu à la Star Wars, ce sera à travers les autres arts. Voilà, là, ça peut être intéressant. Et je m'arrêterai là-dessus. Donc, voilà, l'idée, si vous voulez, c'était vraiment de faire le point sur cette nouvelle tendance aussi d'Hollywood avec ce côté méta qui pollue un peu malheureusement les bonnes idées, c'est-à-dire que ça noie les bonnes idées en plus, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas mauvais, en fait, tout n'est pas acheté en fait dans dans ces nouveaux films. Mais voilà, faut arrêter de polluer avec ce truc où c'est faussement mis en abîme, etc., où c'est faussement prise de recul, quoi. On le voit bien que c'est pas ça, l'intention elle est pas là, c'est comment faire accepter finalement l'idée qu'on prend des risques, qu'on est ambitieux, simplement en s'auto-référençant en fait. Voilà, c'est ça, se faire référence à soi-même, constamment. Parce que c'est ça la définition du méta. Hein. Voilà, c'est constamment voilà, s'auto-référencer. Donc voilà, je ne vous recommande guère Matrix Resurrection, si ce n'est, à la limite, comme moi, si vous avez envie de voir un peu, si ça vous passionne de savoir pourquoi les choses sont ratées, ou sont un échec, ou pourquoi, voilà, c'est fascinant. Aussi pour comprendre le Hollywood d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est aussi intéressant pour ça, quand même. Ça peut valoir le coup, au moins pour ça, vous voyez. Mais voilà, malheureusement, je pense qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, clairement, il ne fallait pas faire ce film. Voilà. Ou alors vraiment, comme je vous le disais, faire quelque chose de radicalement différent et s'y tenir. Parce que voilà, là ça part dans tous les sens et s'y tenir. Si c'est Neo qui est amnésique et fait un film très réaliste, voilà, je ne veux pas me répéter, mais c'était possible de le faire. Vous voyez, c'était possible. C'était pas le cas. Donc écoutez, voilà. Ce sera tout donc pour ma critique de Matrix Resurrections. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et en attendant, je tiens à vous remercier. Nous avons atteint les 500 abonnés. Donc je vous remercie infiniment pour votre fidélité.
C'est vraiment un pur plaisir voilà, de faire ces vidéos pour vous et de débattre sur les films. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter un commentaire à cette vidéo, ça permet de continuer le débat sur les films que je présente. Je pense que Matrix, là, pour le coup, aujourd'hui, vous voyez, c'est un bon exemple aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve ça fascinant aussi, l'évolution d'Hollywood, donc n'hésitez pas aussi à vous lâcher, si vous aussi vous avez des choses à dire aussi sur l'industrie du cinéma, sur son évolution, pas forcément négative, ça peut être positif, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est toujours un plaisir, donc n'hésitez pas. C'est du dialogue, la cinéphilie, c'est du débat, c'est des échanges voilà, vifs, et c'est ça que j'aime, donc n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!